Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Polémique autour du fichier électoral au Mali. Alors que la campagne électorale bat son plein en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet, le principal parti d'opposition, URD, dénonce l'existence d'un fichier électoral parallèle et redoute des fraudes pour ce scrutin. Valorisation énergétique des déchets en Éthiopie. Le site de décharge de Koché à Addis Abeba va devenir la première centrale énergétique en Afrique à transformer les déchets en électricité. Une initiative pour révolutionner les pratiques de gestion des déchets dans le pays. Et une jeune entreprise rwandaise met en place des services pour répondre aux défis du conflit de génération. Elle propose aux jeunes entrepreneurs un accompagnement pour gagner la confiance des aînés grâce à des stratégies de communication. Le Mali est à J-6 de son élection présidentielle du 29 juillet et à moins d'une semaine du scrutin. Le fichier électoral est au cœur d'une polémique. L'Union pour la République et la démocratie, le principal parti d'opposition, dénonce l'existence d'un fichier électoral parallèle et parle de tentatives de fraude de la part du pouvoir en place, des allégations que réfute l'exécutif. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle, l'opposition malienne dénonce des tentatives de fraude dans le processus. Selon le directoire des campagnes du candidat Soumaïla Cissé, il y aurait deux fichiers électoraux différents et le nombre d'électeurs fictifs s'élèverait à plus de 1,2 million. Le candidat Soumaïla Cissé a affirmé que le fichier électoral mis en ligne le 4 juillet par les autorités était totalement différent du fichier audité le 27 avril par l'Organisation internationale de la francophonie. Pour nous, il y a un seul fichier, c'est le fichier audité par les experts internationaux. Alors si un autre fichier est mis en ligne, qui est distinct du fichier audité, il est évident qu'il y a un sérieux problème. Et qu'on attend que l'Organisation internationale de la francophonie prenne position, comme nous attendons de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de dire ce qu'elle pense de cette grave situation. Face à ces accusations, le camp présidentiel voit une volonté de l'opposition de prendre en otage le processus électoral. Lors de la présentation du programme du président sortant, il a été évoqué la panique d'une probable défaite dans le camp de l'opposition. Les mêmes qui poussent les cris d'orfèvre aujourd'hui, quand ils voient notre campagne évoluer avec dynamisme, et paniquent, deviennent peureux, deviennent effrayés et racontent n'importe quoi. Ils en ont l'habitude. Le délégué général aux élections, le général Siaka Sangaré, admet une erreur technique dans l'application du fichier électoral, mais refute toute tentative de fraude. Le général Sangaré rencontre dès ce lundi les experts des différents candidats. L'opposition, elle, multiplie les contacts avec les partenaires du Mali, les partis politiques, mais aussi avec les observateurs présents dans le cadre de ces élections. Également dans l'actualité, Abdoulaye Hissène, le principal cadre militaire du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, doit être jugé par contumace ce lundi 23 juillet à Bangui dans le cadre de la deuxième semaine de la session criminelle organisée par la justice centrafricaine. Le chef de guerre se trouve actuellement dans le nord-est de la Centrafrique, région qu'il contrôle avec ses hommes. Arrêté en mars 2016, il avait réussi à s'évader quelques heures après son arrestation. Il doit être jugé par la justice centrafricaine pour association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes ou de munitions de guerre, destruction d'édifices publics et rébellion. Au Tchad, l'organisation des élections législatives en novembre 2018 ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, notamment auprès des partis de l'opposition. Ceux-ci estiment les délais impartis trop courts pour l'organisation de ces scrutins initialement prévus en 2015 et reportés à plusieurs reprises. Mais pour la coalition des partis au pouvoir, cet objectif reste réalisable. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Nathalie Moho. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce week-end le délai imparti pour l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018. Elle estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections en 2 mois alors que la Commission nationale électorale n'est pas encore mise sur pied et que la révision des listes électorales n'est toujours pas effective. Si on est déjà en juillet et bientôt c'est août,
Il n'y a pas encore une liste électorale révisée et vous parlez d'une élection en novembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Mais est-ce que vous serez vraiment prêt à aller aux élections en tant que Tchadien? Est-ce que ça va être une élection transparente, une élection crédible? Les élections législatives au Tchad ont été reportées à plusieurs reprises pour des raisons économiques et financières. Mais pour l'instant, les partis politiques de la majorité se disent optimistes quant à la tenue des élections à l'échéance annoncée par le chef de l'État. Il n'y a pas une autre voix plus prépondérante que la voix du chef de l'État. Et les élections ont été repoussées par plusieurs fois. Et la raison fondamentale était beaucoup plus liée, n'est-ce pas, à l'économie, aux finances. Et si maintenant le chef de l'État dit que les élections vont avoir lieu en 2018, il n'y a pas une autre personne qui peut dire le contraire. Pour rappel, le mandat de l'actuelle législature lancée depuis juin 2011 et qui devait prendre fin le 20 juin 2015 a été prolongé 2 fois à cause de l'incapacité financière du pays à organiser les élections dans le délai constitutionnel. L'Éthiopie se préoccupe de la gestion de ses déchets. Une centrale énergétique qui convertit les déchets en électricité est en construction. Ce projet vise à faire face à la charge croissante des déchets dans la ville d'Addis Abeba, tout en augmentant l'approvisionnement en électricité dans le pays, une première en Afrique. Nathalie Mo. Grâce à ces 300 000 tonnes de déchets annuels, Koché, la plus grande décharge d'Addis Abeba, va devenir une centrale électrique en 2018. En effet, les résidus produits par les 5 millions d'habitants de la capitale éthiopienne peuvent produire de l'énergie grâce au méthane, une énergie verte susceptible d'augmenter la capacité énergétique nationale de 30%. Nous parlons de 185 gigawatts par heure d'électricité que nous allons générer et mettre sur le réseau principal. Cette installation est donc multifonctionnelle, mais l'essentiel est la gestion des déchets de la ville d'Addis Abeba et générer une énergie électrique indispensable à cette ville. Lancée en 2013, la construction de la première usine Waste to Energy de l'Éthiopie a été jugée aventureuse pendant les premières années. Aujourd'hui, le projet d'un montant de 120 millions de dollars fait face au rejet de plus de 1500 collecteurs d'ordures qui dépendent de la décharge de Koché pour vivre. Je collectionne les matériaux pendant environ 15 jours, puis sélectionne les matériaux de valeur pour une journée. Je suis capable de les vendre pour environ 25 à 28 dollars américains. C'est le seul travail que je peux faire pour prendre soin de mes enfants. Selon des prévisions, le site de production électrique en construction devra employer 1500 Éthiopiens. Ce projet intervient dans le cadre du plan du gouvernement en faveur d'une économie verte résiliente au climat. Une stratégie mise sur pied en 2011 pour un budget de 150 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria va émettre 682 millions de dollars d'obligations vertes avant la fin de l'année 2018. Cette émission est destinée à financer des projets visant à réduire les émissions de carbone. En 2017, le Nigeria avait déjà émis des obligations vertes d'un montant de 10,69 milliards de naira pour financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Cette option fait partie des solutions choisies pour financer le budget de l'État nigérian, notamment depuis l'effondrement des cours du pétrole en 2014. Au Rwanda, les jeunes entrepreneurs sont souvent confrontés à ce que certains appellent le conflit de génération. Les novices sont parfois mis à l'écart par les plus anciens. Pour y remédier, un jeune entrepreneur a monté une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des startups qui propose des services innovants pour mieux développer leur stratégie de communication. C'est un reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Franck Rubaduka est un jeune entrepreneur rwandais de 24 ans. En 2017, Franck et ses collègues ont créé une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des jeunes entreprises, juste quand ils s'apprêtaient à terminer leurs études universitaires. Leurs services vont du développement des stratégies de communication à la composition des plans d'affaires. So we just came in as a business development consultants. 80% de nos services concernent la consultance pour les startups et les petites et moyennes entreprises appartenant aux jeunes, surtout les étudiants et les entreprises qui ont moins de 2 ans d'expérience. Nous apportons aussi notre expérience aux PME locales existantes, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir les consultants internationaux.
pay the international consultants to help them, move, the ladder. Selon ces jeunes, le plus grand défi concerne non seulement l'accès au financement, mais également les rejets que leurs propositions subissent de la part de leurs aînés dans la profession, ce que ces jeunes appellent un conflit de génération qui n'aurait rien à voir avec leurs compétences. Nous arrivons souvent à les convaincre quand on leur propose par exemple une période d'essai pour voir ce qu'on peut faire, une séance par exemple de coaching avec leur staff pour voir ce que ça donne. Et puis arriver à ce niveau-là, vous savez que nous vivons dans une ère technologique, dans l'ère de l'information. Alors on se rend beaucoup plus compte que nous avons une certaine connaissance en tant que jeunes, nous avons une certaine connaissance avancée par rapport aux défis actuels. Selon le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, 98% des entreprises sont considérées comme des PME et représentent 41% de tous les emplois du secteur privé dans le pays. Cependant, la plupart d'entre elles s'effondrent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés surtout aux facteurs macroéconomiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.